Le maréchal Pétain a-t-il permis le meilleur des mondes possibles dans toute cette horreur? C'est ce que je vais tenter de démontrer aujourd'hui, puisque je vais mimer le collaborationniste, le collaborateur, le vichiste. A-t-il été ce fameux bouclier qui protégeait la France, tandis que De Gaulle en était l'épée, et voilà, frappé avec la résistance? On va se poser la question. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé entre l'État français et le Reich allemand. Est-ce que c'était une bonne chose? Eh bah ouais, mon pote. Voilà comment justifier l'armistice à vos petits potes, qui ne sont pas encore devenus d'extrême droite. Pourquoi être de gauche c'est génial, et en fait ça ne l'est pas. Premier point. D'abord, les Anglais, ils nous avaient lâchement abandonnés. Voilà. Les Anglais, ils nous disent, quand on a signé l'armistice, après, ils nous accusent d'avoir fait une paix séparée. Parce que normalement, la paix séparée était interdite entre la France et l'Allemagne, ou entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il fallait faire une paix à deux. C'est-à-dire Angleterre-France et Allemagne. Vous comprenez? Donc ils nous ont accusés, voilà, d'avoir fait une paix séparée, qu'on n'avait pas respecté l'alliance, etc., etc. Alors qu'ils nous ont lâchement abandonnés à Dunkerque, qu'ils se sont tous retournés dans leur pays en traversant la Manche. D'ailleurs, pour continuer ça, eh ben, on était tout seuls comme des pauvres merdes, nous les Français, parce qu'on n'avait pas du tout d'aide américaine. En fait, à ce moment-là, le président Roosevelt, il était en campagne présidentielle, donc il avait autre chose à dire que oui, on va aller des Français de l'autre côté de l'Atlantique, c'est compliqué. Mais les Américains, ils n'avaient pas besoin de ça. Déjà là, ils ont élu Trump. Bon, alors vous imaginez bien que les Américains, quoi. Bref, on n'avait pas l'aide des Américains, alors que durant la bataille d'Angleterre, eux, les Anglais, ils auront l'aide des Américains, parce qu'ils seront rentrés dans la guerre, etc., etc. J'en fais pas tout un plat. Cet armistice, il faut bien le saisir, ce n'est pas une capitulation. Une capitulation, c'est quand un État abandonne tout, il a perdu, il reconnaît ça. L'armistice, c'est plus un temps sans guerre, quoi, en gros. Cet armistice permettait, à la différence d'une capitulation, où tout est abandonné, de ne pas livrer la flotte française. C'est la non-reddition de la flotte française. De 1, ça préserve l'honneur. De 2, ça empêche les Allemands d'utiliser la flotte française, qui était une des plus grandes flottes du monde à cette époque-là, pour, voilà, je sais pas, s'amuser en Méditerranée, marave les Anglais, les Américains, dans la bataille de l'Atlantique, puisque les Allemands, eux, avaient une toute petite flotte rikiki qui était confinée en mer Baltique, donc c'est loin. Et puis bref, ils en ont jamais rien fait en fait de la flotte, parce que Hitler n'en avait absolument rien à foutre des bateaux. Le maréchal Pétain ne voulait surtout pas d'une autre saignée démographique pour la France, puisque comme vous le savez tous, la Première Guerre mondiale, ça a été une saignée démographique pour les Français. Des millions de morts, surtout des jeunes hommes qui ne peuvent pas après se reproduire. Ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous êtes prêts? Ce qui fait qu'entre 1789, la Révolution française, et 1940, on est passé de 30 millions de personnes à 40 millions de personnes. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? C'est une augmentation risible. Tous les autres pays d'Europe ont multiplié par 2, par 4, par 5, par 10, tout ce que tu veux. Nous, la France, on était très stable. D'ailleurs, il y a autant de Français avant la guerre de 14 qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pétain, c'est un mec malin. Il connaît la démographie. Il a identifié ce problème. Et donc, il ne veut surtout pas que la guerre du coup de mai-juin 40 s'éternise et qu'elle tue encore plus de Français. Ça aurait été vraiment terrible. Ça aurait vraiment été fatal. Tu termines ce que t'as commencé et tu te dégages de chez moi. Surtout à la suite de la guerre pour la reconstruction. En ce sens, on pourrait dire qu'il a limité les dégâts avec l'armistice. D'ailleurs, ces rapports de 1917-1918 le prouvent bien. Faut aller voir les documents, faut aller voir les sources. Continuer le combat, ça aurait aussi été augmenter le nombre de prisonniers de guerre français en Allemagne. Déjà qu'il y en avait 2 millions avec l'armistice qu'on a connu, enfin historique, et ben ça aurait été peut-être doubler cela. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? Pour aller à 4 millions, c'est-à-dire quasiment toute l'armée française, 5 millions. Bien joué. Et voilà, ça a été un traumatisme dont on ne se rend pas assez compte aujourd'hui, mais les prisonniers de guerre en Allemagne, c'était un traumatisme pour toutes les familles françaises, tout le monde en avait, hein, des prisonniers de guerre en Allemagne, et voilà, ils ont été retenus jusqu'à la fin de la guerre quasiment. Voilà, ça aurait été retirer les forces vives du pays. Et alors l'argument massu, vous ne pouvez même pas tenter de le raisonner contre cela, c'est que 98% des Français voulaient l'armistice. Même Maurice Thorez l'a dit, le secrétaire du Parti communiste. Donc voilà, c'était dans l'esprit du temps, quoi. Enfin, bon, quand il y a un moment, quand t'as perdu la guerre, il faut signer l'armistice, c'est tout. Il n'y a pas de... Hein. Je sais pas quoi là. Vous pourriez me rétorquer qu'on aurait pu continuer le combat en mai-juin 40. Bon, pas faux. On aurait pu par exemple transférer les troupes en Afrique du Nord, puisque à l'époque, au temps béni des colonies, la France, c'est l'Afrique du Nord c'est la France, ok?
D'ailleurs, une grosse partie de l'Afrique. Donc on aurait pu rapatrier des troupes métropolitaines en Afrique du Nord pour continuer le combat. Eh bien, pour 2 raisons, c'était impossible et une mauvaise idée. D'abord, ce n'était pas faisable. L'amiral Offand, un amiral qui sera après un peu vichiste sur les bords. C'est pas grave. Enfin, si, mais non. Bref, l'amiral Offand a tenté de faire cela. Il a préparé une flotte pour accueillir 30 000 soldats pour qu'ils soient transférés à Bordeaux. Eh bien, échec total. Enfin, il a réussi à monter sa flotte, en gros, mais personne n'est venu. Les soldats, ils n'avaient pas forcément envie. Donc, voilà, sécession du peuple. Deuxième raison, transférer les troupes en Afrique du Nord, donc sans armistice, en continuant la guerre, ça aurait été attirer les Allemands en Afrique du Nord, comme ça, hop là. Alors que, eh bien, grâce à l'armistice, c'est un territoire qui est resté français, où ils n'ont donc pas pu aller, où ils n'avaient pas le droit d'aller selon les conditions de l'armistice, puisque l'Afrique du Nord, c'est comme la zone libre, c'est une zone à souveraineté française, où les troupes allemandes ne peuvent pas se déplacer. Bon, ça, ce sera violé par les Allemands, mais c'est une autre histoire. Ceci est rendu possible parce que c'est une armistice et non une capitulation. Capitulation où, voilà, tout va à volo et tu cèdes tout, quoi. Et donc là, il n'y a plus de souveraineté française. Là, il faut bien voir que la souveraineté française était préservée sur une partie du territoire, la zone libre, la zone sud, voilà. Le maréchal Pétain a toujours pensé que plus l'armistice était rapide, meilleures seraient les conditions de cet armistice. Ça paraissait logique d'ailleurs. En 1918, lorsque le maréchal Foch lui annonce qu'on fait l'armistice, donc le 11 novembre 1918 avec les Allemands, Pétain, il se roule par terre, il chiale, parce qu'il y avait une offensive qui avait été préparée, l'offensive Castelnau par le général Castelnau, pour s'enfoncer en Allemagne et permettre des conditions d'armistice plus dures contre les Allemands, qui n'auraient peut-être pas déclenché la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas. Bref, il voyait bien déjà en 1918 que plus l'armistice était rapide, mieux c'était pour le pays défait, pour le pays vaincu. Donc, en mai-juin 40, alors que la France avait pris une tornade, que c'était la débandade, il s'est dit autant faire l'armistice très vite que les conditions ne soient pas terribles pour le peuple français. C'est d'ailleurs toujours pour lui qu'il a agi, pour le peuple français, contrairement à d'autres qui ont fui en Angleterre. Sinon, il y a les Anglais. Bon, ils sont moches, mais bon, ils travaillent. Troisième partie de mon argumentation véchiste, c'est, encore une fois, je vous expose l'argument, c'est pour que vous soyez au courant. Eh bien, Pétain, c'est le soldat de la vie qui continue. À la différence de De Gaulle, qui lui, à la moindre secousse, a fui vers le territoire anglais, c'est-à-dire qui n'était pas encore en guerre sur son espace propre. Tiens, hey, get on the poteau là-bas. Eh bien lui, Pétain n'abandonne pas le pays, il reste pour les Français. C'est véritablement le soldat de la vie qui continue, celui qui n'est pas dans l'héroïsme. Il est là pour aider son peuple à l'instant T, voilà, dans les conditions qui sont rendues possibles par le contexte général. Je vais citer André-François Poncet, qui succède au siège de Pétain à l'Académie française, puisque Pétain avait été élu à l'Académie française. Ça, c'est quand même assez étonnant. Je cite. Eh ben, j'ai pas toutes les feuilles. Ah non, elles sont dans mon fesse. Je cite. Le maréchal veut épargner aux Français, autant que possible, les souffrances. Il a peur des Allemands. Il sait quel sort ils ont infligé à la Pologne. Il craint pour la France un sort semblable. Il estime que son devoir est de s'interposer entre la population et les nazis. Et il n'a pas tort, le maréchal, puisque les Polonais en 1939, Varsovie a été rasée, presque, alors que sous Pétain, eh bien, pas une seule brique de Paris n'a été touchée. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris intact et le peuple globalement assez peu affecté. Un autre argument qui reprend un peu celui de Maurice Thorez, voilà. Enfin, Maurice Thorez ne voulait pas justifier le maréchal Pétain, mais moi je l'utilise comme ça. C'est ça alors. Eh bien c'est que le maréchal était plébiscité par les Français, c'était quand même une figure extrêmement populaire. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui vont durant 40-45 soutenir le maréchal sans soutenir le régime de Vichy, voilà, sans soutenir Laval. Beaucoup de gens détestaient Laval, mais appréciaient le maréchal Pétain, figure historique et figure de 1918, de la Première Guerre. Tout compte fait, on pourrait dire qu'il a donné sa personne alors que tout semblait perdu, d'ailleurs que tout était perdu. Voilà. C'est un peu comme Judas dans les fictions de Borges, c'est-à-dire qu'il tient le mauvais rôle. Judas Pétain tiennent les mauvais rôles dans l'histoire, alors que ce sont ceux qui se sont le plus sacrifiés. On va devoir faire quelques sacrifices. Donc voilà, Marc, tu es le sacrifice. Et en fait, ce sont justement ceux qui tiennent le mauvais rôle. Faut que tu partes. Pétain pour les Français, Judas pour tous les chrétiens, alors que
Mais ce sont eux qui permettent en fait le reste, c'est-à-dire à De Gaulle de revenir en France ou au Christ d'offrir la rédemption à tous les humains. Judas Pétain a renoncé au bien, au royaume de Dieu, voilà, au paradis. Judas Pétain a renoncé au bonheur terrestre et céleste, voilà, dans l'éternité. Ce sont véritablement eux qui se sacrifient pour les autres, non? Ce que j'ai été mêlé moi-même en tant qu'avocat à des procès qui ressemblent à celui de Jésus. Judas Pétain est donc peut-être celui qui l'a choisi, il, là-haut, pour l'incarner. Pensez-y, pensez-y. Remettez en cause vos dogmes. Reprenons quelque chose de plus commun, de plus terre à terre. Je cite. Ces attaches paysannes expliquent plus que toute autre considération son refus d'envisager le départ en métropole en juin 40, enfin le départ de métropole. La patrie, c'est d'abord la terre qu'on foule, selon Hervé Couto-Bégari, un peu un vichiste, mais c'est pas grave. Pétain reste sur le sol sacré, le sol de la patrie, c'est tout. Il n'y a pas de blablabla, je sais pas quoi, je pars en Angleterre, non. Je pourrais rappeler aussi que Pétain, c'est celui qui permet à la France de subsister sous une forme souveraine, en partie, et d'empêcher que la France devienne un pays sous administration allemande, donc avec un Gauleiter ou un Reichskommissariat, c'est-à-dire une administration nazie, quoi. On a bien vu en Europe de l'Est ce que ça a donné, des massacres de juifs, voilà, des pogroms, la solution finale, etc. Alors peut-être que la situation était moins pire sous Pétain. Bon. Moi je ne dis pas qu'il a sauvé des juifs français. Pétain était un antisémite qui a tué des juifs. Voilà. Et bon, il en est largement coupable. Hein. J'ai pas de problème avec ça. La solution finale, c'est la décision à un moment des Allemands d'y aller franco, quoi. C'est-à-dire de considérer que maintenant les juifs, on les tue de façon industrielle. Ce sera le plus efficace. Voilà. On n'est plus dans la spoliation, donc c'est Auschwitz, voilà. Ce genre de choses. C'est même plus les ghettos, c'est-à-dire rassemblés dans les endroits un peu miséreux, c'est vraiment juste tous les exterminer. On l'accuse souvent, Pétain, de complaisance avec les Allemands. Bon, c'est vrai qu'il a un régime qui est accepté par les Allemands, qui est d'ailleurs préféré par les Allemands à un régime sous administration allemande, parce que c'est plus facile pour la population, voilà, la population ne va pas résister à un État qui est français, hein, alors qu'une administration allemande, peut-être que oui. Bref. On l'accuse quand même de complaisance, Pétain, vis-à-vis de cela. Alors que j'ai un épisode qui l'infirme, je vous raconte. Il a envoyé une lettre directe au Führer, donc au petit moustachu, pour lui dire d'arrêter, de cesser en fait les persécutions de Français après le meurtre de 2 officiers allemands par des résistants français. Les nazis et les Allemands ont commis des massacres contre la population française, donc il y avait à peu près une centaine de morts à ce moment-là. Le maréchal Pétain trouve cela tout à fait scandaleux. Il envoie une lettre directe au Führer pour lui dire qu'il se constitue prisonnier lui-même, il se constitue otage auprès des Allemands pour faire cesser ces massacres. Donc, il était censé aller à la frontière de la zone libre et de la zone occupée, mais les petits administrateurs de Vichy, ces pauvres caca, l'en ont empêché. Mais il l'aurait fait. Il était parti, en train de partir. 4e point de mon argumentation. On a tôt fait d'accuser le maréchal Pétain de tous les maux, alors que, essentiellement, c'est déjà une défaite militaire, puis une politique, et les Français sont des veaux. Voilà, c'est le général de Gaulle qui l'a dit, c'est pas moi. Donc il y avait un état d'esprit, voilà, du peuple français qui était peut-être dans une certaine facilité. Alors, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Comme l'a dit Marc Bloch, aujourd'hui panthéonisé, alors que j'ai fait une vidéo dessus, allez voir. Eh bien, c'est un état d'esprit général qui est mauvais, qui était délétère, qui a fait peut-être qu'on a perdu la guerre. Et donc, le maréchal Pétain veut revivifier ce peuple français, la patrie. Il est d'ailleurs la voix contre les fourvoiements, et notamment le plus grand fourvoiement de l'époque, voilà, la plus grande terreur, c'est le communisme. À cet égard, il faut voir Le chagrin et la pitié de Marcelo Fulz, c'est une zanzinerie déjà, et ça explique bien comment certains jeunes Français n'ont vu qu'une opposition binaire entre communisme et maréchal Pétain, voilà, petite révolution fasciste chill, quoi. Mon idée à l'époque, mon idée de jeune, c'est qu'il n'y avait que 2 idéologies qui pouvaient bouleverser le monde. Une qui avait déjà bouleversé le monde, qui était le marxisme, et une autre qui était l'idéologie nationaliste. La question elle est vite répondue, j'ai envie de dire. Parce que le communisme, ça faisait peur à beaucoup de Français, et notamment Christian de la Mazière, qui a interviewé dans ce film-là. 5e point. On a dû signer des choses sans son consentement, c'est assez probable. C'était un homme très âgé, le maréchal Pétain, durant la guerre. Il avait 84 ans quand il prend le pouvoir en 1940, 89 ans en 1945, autant vous dire que c'est un papy qui n'avait plus toute sa tête. On dit
qu'il avait à peu près 1 heure de concentration par jour. C'est dire, c'est pas beaucoup. Quand t'es chef de l'État, ça fait pas assez. Donc il était quand même dans son bureau toute la journée, le maréchal. Et voilà, donc les petits Pierre Laval, les petits administrateurs de Vichy, ils venaient lui donner des trucs qu'il fallait signer. Bon, le maréchal, il signait. Est-ce qu'il lisait? Est-ce qu'il faisait des réflexions? Est-ce qu'il amendait ce qu'on lui faisait signer? Là, rien n'est moins sûr. Donc probablement qu'il est responsable de choses, alors que, bon, bah, il a peut-être signé des choses alors qu'il était pas en pleine possession de ses moyens. On le rend responsable de choses qu'il a fait faire, mais est-ce qu'il le voulait vraiment? Rien n'est moins sûr. C'est un point qui sera très développé, notamment lors de son procès en 1945. On y revient. D'ailleurs, on y revient instantanément. 6e point. Le maréchal Pétain n'a pas eu peur de rentrer en France. Il y a le débarquement en 1944, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir, c'est sur les Allemands, c'est très bien. Là, en 1944, l'administration de Vichy, elle fuit en Allemagne, par là, à Sigmaringen, donc, avec Céline dans les bagages et tutti quanti. Tutti quanto. Quanti. Donc là, il fuit parce que les Alliés débarquent, et le général de Gaulle. Donc là, ça flippe. Hein. Ils partent en Allemagne, après il passe en Suisse, le maréchal Pétain, et là en Suisse, qu'est-ce qu'ils lui disent les Suisses? Some bonnes, some Suisses. Vive la Suisse libre! Ils sont généreux de Suisse. Ils lui disent qu'ils peuvent lui offrir l'asile politique à vie. Le général de Gaulle accepte cette proposition. Qui refuse? Le maréchal Pétain. Il se dit que je vais rentrer. Le maréchal Pétain avait pourtant été mis au courant qu'un procès avait été esté contre lui. Par contumace d'ailleurs. Par contumace, on charge, hein, comme dirait Henri Guillemin. Et tout de même, il veut retourner en France, en sachant qu'il est sous procès, alors qu'il aurait pu vivre en Suisse jusqu'à la fin de sa vie. Il a cru faire le bien, sûrement pour les Français. Il pensait pas qu'il allait être dégradé, notamment de son rang de maréchal, etc. Il pensait avoir fait le bien. Il était sincère. Voilà, c'est tout. C'en est la preuve. Je voulais que je vous dise de plus. Malheureusement, et ce sera mon 7e point, c'est un véritable bouc émissaire lors de son procès. Déjà les jurés. La moitié des jurés, ce sont des parlementaires de la Troisième République. La Troisième République, c'est le régime qu'a aboli le maréchal Pétain en instituant l'État français, c'est-à-dire le régime de Vichy. Bon, ceux-là, ils lui sont pas très favorables. Il les haïssait, et ils se haïssaient mutuellement, réciproquement, cordialement. L'autre moitié des jurés, ce sont des résistants et des victimes du régime de Vichy. Bon, autant vous dire qu'ils n'étaient pas tous acquis à sa cause. Puis l'essentiel de mon point, c'est qu'ils étaient obligés, voilà, la haute cour de justice, qui intente ce procès contre le maréchal, est obligée de le condamner. Pourquoi ? Puisque si on ne condamne pas le maréchal, si on considère qu'il est innocent, eh bien cela permettrait à tous les avocats des collaborateurs de dire que ces mêmes collaborateurs tenaient n'ont exécuté que les ordres du maréchal. Or, le maréchal a été innocenté, donc tous les collaborateurs sont innocents, parce que ça descend. Donc, on était obligé de le condamner. D'ailleurs, le général de Gaulle, avant même la délibération, sort, voilà, je ne sais pas si c'est dans la presse, ou en tout cas il dit à la haute cour de justice, que si jamais il y a condamnation à mort, il utilise son pouvoir de grâce, il va gracier le maréchal. À ce moment-là, ils peuvent le charger, le maréchal, même s'il condamne à mort, il ne va pas être exécuté. Donc bon, peu importe. Je vais conclure. Déjà pour vous dire que tous ces arguments, c'est d'ailleurs assez objectif, hein, vous trouvez ça nulle part ailleurs, la liste OSEF, encore une fois, est d'une qualité remarquable. Eh bien, ça fait peur, hein, parce que là j'ai quand même construit un schéma assez structuré et assez long pour innocenter le maréchal, ce qui ne devrait pas être le cas. D'ailleurs, il n'y a que le réac comme Éric Zemmour pour encore dire des trucs comme ça, donc faut pas le dire. Faut pas faire comme Manu ni François Mitterrand, aller mettre des gerbes de fleurs sur la tombe du maréchal, ça c'est fini. Le président Mitterrand a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain. Hein, c'est has-been, le maréchal est coupable de beaucoup d'autres crimes que je n'ai pas développés. Mais après, si vous insistez, si vous mettez 1000 pouces bleus, si vous pétez un câble, je peux amener la contradiction encore plus longue. Là, je fais une vidéo de 30 minutes. Vas-y, je pète le score pour vous expliquer tout ce que le maréchal a fait de mal et ce qui est prouvé historiquement. Et voilà, je fais le 2e procès du maréchal Pétain et je le charge encore plus. Okay. Donc voilà, on se respecte, on ne va pas encenser le maréchal Pétain, c'est fini. Et allez voir ma vidéo sur De Gaulle. Là aussi, j'y prends une position originale, vous verrez. Je critique le grand général. Oui, qualité est Stosef, hein, que je vous dise. Je vous pète bisous.